Avec le récent rachat de Bluepoint et de Housemarque par Sony, cela m'a semblé intéressant de faire une analyse de la stratégie d'acquisition des deux géants de l'industrie du JV que sont Microsoft et Sony. D'entrée de jeu, on peut constater qu'ils ne jouent pas dans la même cour, que ce soit en termes de valorisation boursière ou de résultats nets. Par exemple, en 2020, Sony a généré un bénéfice de 11 milliards de dollars, alors que dans la même année, Microsoft a lui généré 4 fois plus, soit 44 milliards. Autant vous dire que ce ne sont pas des camarades. Au vu de leur trésorerie, c'est aussi un peu normal qu'ils ne poursuivent pas la même stratégie de croissance. Et cette croissance dans l'industrie du JV se traduit généralement par le nombre de licences possédées. Parce qu'au final, chaque marque, que ce soit Xbox ou PlayStation, veut juste gâter ses utilisateurs et aussi, peut-être, se faire du cash au passage. Je disais donc deux stratégies totalement différentes. D'un côté, on a Microsoft, qu'on appelle dans le jargon un serial acquirer, qui à coût de milliards de dollars fait de grosses acquisitions. 6 acquisitions faites par an, en moyenne, dans plusieurs industries. Ça vous va? Soyez gentil, faites-moi un signe, vous êtes un sphinx et je capte rien. D'accord, je prends. Quoi? Le tout. Le tout. Et de l'autre, on a Sony qui reste assez timide sur les gros rachats, mais qui s'est constitué au fil du temps un solide catalogue de jeux exclusifs. Microsoft mise essentiellement sur une croissance dite inorganique, croître en faisant de grosses acquisitions. S'explique en partie à cause de leur retard sur la gêne PS4 Xbox One. On va pas se mentir, Xbox était vraiment, mais vraiment derrière PlayStation en termes d'exclusivité et de studio first party. Donc, ils essaient de rattraper leur retard dans le domaine et nous pouvons dire que avec le récent rachat de ZeniMax Media, en termes de studio first party, ils n'ont pas juste rattrapé leur retard, mais maintenant, les Xbox Game Studios comptent plus de membres que les PlayStation Studios. Cette stratégie peut révéler des carences, notamment du fait que l'intégration de nouvelles entreprises peut se montrer compliquée, et particulièrement dans l'acquisition de grosses entités, comme dans l'exemple de ZeniMax Media. Par exemple, Microsoft a dû créer une nouvelle entreprise nommée Volt pour boucler le rachat. Cette stratégie peut aussi se révéler contre-productive, car pouvant entraîner une fuite de talents. Dites à mes amis que je m'en vais. Ça suffit. Car en général, lors de grosses acquisitions, seul le top management est consulté. Cela peut entraîner le mécontentement de certains développeurs qui faisaient l'essence même du studio. Ils finissent donc par acheter des coquilles vides. Et finalement, tout cela doit être rentabilisé au vu de la somme dépensée. On doit pouvoir faire des synergies. Et par moments, cela peut entrer en conflit avec l'autonomie et la créativité des équipes. Après, l'avantage en opérant ainsi, c'est qu'ils peuvent s'acheter de grosses licences qui ont déjà leur fanbase, comme par exemple la licence Skyrim, et pas prendre le risque de développer de nouvelles IP. D'un autre côté, nous avons Sony qui est mis sur un mix croissance organique et inorganique. Organique car dernièrement, ils ont développé en interne avec leur studio first party de nouvelles licences, comme Days Gone, Ghost of Tsushima et Spider-Man. Inorganique car ils opèrent à des rachats de studios et font des partenariats. D'ailleurs, plutôt que d'étoffer son catalogue par des acquisitions coûteuses, PlayStation préfère financer des projets afin de s'offrir l'exclusivité, même temporaire. Par exemple, Death Stranding avec Kojima, Forspoken avec Square Enix. Le traitement des acquisitions chez Sony est très distinct de celle de Microsoft. Empiriquement, chez Sony, l'acquisition est basée sur un partenariat qui a déjà fait ses preuves. Par exemple, le studio Bluepoint a été racheté après les remakes de Demon's Souls et Shadow of the Colossus. On dirait presque dans le domaine de la fusion-acquisition, ce que l'on appelle un partenariat avec option d'achat. Cette stratégie est plus naturelle, car basée sur une relation de longue date et de confiance. De plus, les entreprises ayant déjà travaillé ensemble par le passé, il n'y a pas ou peu de changements dans les opérations et l'organisationnel. Dernièrement, avec l'échec du service Google Stadia, on a bien vu qu'il ne suffisait pas juste de jeter des milliards de dollars pour s'assurer une audience. Heureusement d'ailleurs. Après, je ne dis pas non plus que la stratégie de Microsoft est abusive. J'ai envie de dire que chacun fait avec ses armes, et celle de Microsoft, c'est le cash. Cela leur permettra de se construire un catalogue de jeux exclusifs très rapidement, contrairement à la stratégie de Sony qui, elle, se fait sur la durée. Cela peut aussi devenir un gros problème pour PlayStation à terme. J'ai des problèmes. Je pense que d'ici 4 ou 5 ans, quand la machine des Xbox Game Studios sera lancée, ça fera très très mal, couplé en plus au très excellent Game Pass.
Mais en attendant, au moment de la décision de l'achat d'une console, outre l'affect avec le constructeur, le nombre d'exclusivités pèse lourd dans la balance. Et pour le moment, PlayStation reste leader. I'm the boss.